Travailleuses, travailleurs, parce que je m'adresse ainsi à vous, parce que je parle de classe ouvrière et de bourgeoisie, on dit souvent de mes idées qu'elles datent d'une autre époque, qu'elles sont périmées, mais qu'aujourd'hui tout cela a bien évolué. Mais dans quel sens la société a-t-elle évolué? Eh bien moi, je vous le dis, elle a évolué à reculons, elle retourne en arrière. Et mes idées ne sont pas périmées, elles sont même de plus en plus actuelles. On a pu croire, il y a bien des années, que la situation des travailleurs allait continuer à s'améliorer peu à peu et que finalement l'élévation du niveau de vie serait continuelle. Mais cela, c'était une illusion, savamment entretenue par tous ceux qui nous répétaient que notre société était le meilleur des mondes et que les travailleurs n'avaient qu'à faire confiance. Aujourd'hui, les conditions de vie des travailleurs ne s'améliorent pas, elles ne sont même pas stationnaires, elles se dégradent. Et pas seulement les conditions de vie des travailleurs, car nous sommes menacés, au travers du krach de la bourse, d'autres catastrophes économiques, de crises bien plus graves encore. Peu à peu, tous les travailleurs ont vu disparaître des éléments de leur niveau de vie qu'ils pouvaient croire acquis. La stabilité de l'emploi? Mais quel travailleur peut dire aujourd'hui qu'il ne fera pas partie d'une vague de licenciements? Et quand, après avoir été chômeur, on a la chance de retrouver du travail, ce n'est dans l'immense majorité des cas qu'avec ces contrats provisoires temporaires qui rendent le travail encore plus précaire. L'évolution des salaires, elle s'est faite à reculons. Les salaires sont bloqués depuis 6 ans, d'abord par le gouvernement de la gauche, puis par celui de la droite. Quand on perd son emploi, on en trouve un autre, si on en retrouve un, que beaucoup moins payé. Le salaire minimum, il existe encore, mais pour combien de temps? Les patrons revendiquent ouvertement sa suppression, mais il est déjà tourné de tous côtés avec les TUC et les SIVP. La protection sociale, mais elle disparaît progressivement. Les cotisations à la sécurité sociale s'élèvent et les remboursements diminuent. Et au train où vont les choses, ça va être quoi? L'an 2000. Quel avenir, aujourd'hui, pour ces 3 millions d'entre nous qui n'ont plus de travail, de moins en moins d'espoir d'en retrouver et dont un nombre croissant se retrouve en fin de droit, sans plus rien pour vivre? Combien de travailleurs au chômage en sont ou seront prochainement réduits au restaurant du cœur? Combien d'entre eux sont ou seront bientôt chassés de leur logement et condamnés au taudis ou à la rue? Et parmi ceux d'entre nous qui ont du travail, combien doivent se passer du nécessaire? Car pour ceux qui sont payés au SMIC, vivre avec 4 000 francs nets par mois, c'est se priver du nécessaire. La crise, elle ne date pas d'aujourd'hui. Cela fait maintenant une bonne quinzaine d'années qu'elle a commencé. Et c'est peu à peu que la situation des travailleurs s'est dégradée. Les travailleurs auraient pu se défendre, car ils ont les moyens, la force d'imposer au patronat une répartition des sacrifices qui ne soit pas à sens unique. Mais c'est dans ces années-là que les partis de gauche ont fait croire aux travailleurs que si l'union de la gauche arrivait au pouvoir, elle pourrait enrayer le développement de la crise, celui du chômage, et éviter des sacrifices aux travailleurs. Et c'est ainsi que dans ces années-là, la classe ouvrière a été ligotée, d'élection en élection, pendant les années décisives du début de la crise. Le patronat, la bourgeoisie en ont profité pour porter les premiers coups aux conditions d'existence de la classe ouvrière. Mais ils en ont encore plus profité lorsque l'union de la gauche est arrivée au gouvernement. Car là, c'est un gouvernement que les travailleurs croyaient favorable à leurs intérêts qui leur a porté les coups les plus rudes. Il y a eu quelques mesures au début, comme l'augmentation du SMIC, comme l'abaissement de l'âge de la retraite ou de l'horaire légal du travail, qui pouvaient faire croire aux travailleurs que leur espoir ne serait pas déçu. Mais ces mesures coûtaient peu au patronat et lui ont finalement rapporté gros, car ces mesures ont contribué à lier les mains à la classe ouvrière, à accréditer parmi les travailleurs l'illusion que le gouvernement d'union de la gauche était dans la bonne voie et qu'il fallait lui laisser le temps, qu'il ne fallait pas le gêner. Et c'est forte de cette illusion désastreuse pour la classe ouvrière que l'union de la gauche a pu ensuite bloquer les salaires, justifier les licenciements, instituer le forfait hospitalier, attaquant directement et de plein fouet les conditions d'existence de la classe ouvrière. Il y a eu aussi
et c'est au moins aussi grave, les attaques au moral de la classe ouvrière. C'est un gouvernement qui se prétendait socialiste, qui s'est mis à expliquer ce qu'aucun gouvernement de droite n'aurait pu faire sans réaction de la part des travailleurs, qui s'est mis à expliquer qu'il fallait que les travailleurs acceptent des sacrifices pour que les entreprises fassent du profit. Et cela, même lorsqu'il devenait visible que les entreprises n'utilisaient pas ces profits pour créer des emplois, mais seulement pour enrichir leurs propriétaires. C'est un ministre socialiste, Bérégovoy, qui a manifesté bruyamment sa joie lorsque les dividendes des actions en bourse se sont mis à grimper, lorsqu'un véritable flot d'argent s'est déversé sur la bourgeoisie, grande et même moyenne et petite. Mais c'est au même moment que les restaurants du cœur devenaient une nécessité, non plus pour les marginaux, mais pour un nombre croissant de travailleurs sans travail et arrivés en fin de droit. C'est un gouvernement socialiste qui, en un mot, a déconsidéré l'idée même que puisse être menée face à la crise une autre politique que celle qui consistait à laisser les mains libres au patronat, à l'aider à s'enrichir par l'appauvrissement de la classe ouvrière. Mais rappelons-nous donc ces années de la gauche au pouvoir, où on a vu à peu près toutes les catégories sociales descendre dans la rue, manifester. On a vu les médecins, on a vu les petits patrons, on a vu les paysans, on a vu les mandarins des hôpitaux, on a vu les policiers, on a même vu les curés et les religieuses. On a vu tout le monde, ou presque, mais pas la classe ouvrière, qui avait les mains liées parce que c'était le gouvernement de gauche qui était au pouvoir et que les principaux syndicats ne voulaient rien faire. Alors que c'est précisément la classe ouvrière qui a été attaquée, et violemment. Oui, nous les travailleurs, nous avons perdu du temps que le patronat a su utiliser. Aujourd'hui, toutes les grandes entreprises capitalistes font des profits exceptionnels. Il est évident que ces profits ne sont pas réalisés grâce à un accroissement de la production et des ventes, mais grâce au blocage des salaires, grâce au fait que les entreprises ont licencié beaucoup de travailleurs pour en embaucher moins et surtout moins payés. Il est tout aussi évident, car cela fait plusieurs années que les profits sont élevés, que ces profits ne servent pas à créer des emplois. Le chômage, il n'a pas cessé d'augmenter un seul instant, et le temps passé au chômage s'allonge. Les profits accrus, ils servent seulement à l'enrichissement des banquiers et des propriétaires des grandes entreprises. Ils servent à financer tous ces rachats d'entreprises par lesquels les De Benedetti, les Pinault Valenciennes, les magnats de la finance se disputent la propriété des grandes sociétés. Et disons-nous bien que si la classe ouvrière se laisse faire, cela va continuer. Car la soif de profit de ces gens-là est sans limite. Et la seule limite, c'est celle que la classe ouvrière sera capable d'imposer. Et cette limite, nous ne l'imposerons pas par le bulletin de vote, sûrement pas. Pas en attendant quoi que ce soit du résultat de ces élections, pas en faisant confiance au moindre degré à ce politicien retors de la bourgeoisie qu'est Mitterrand, aussi viscéralement hostile à la classe ouvrière que Barre ou Chirac, aussi platement au service du grand patronat et de ses intérêts, mais dangereux par le crédit usurpé dont il bénéficie dans une partie de la classe ouvrière. Je ne vous dis pas, à l'occasion de cette élection, votez Arlette Laguiller et ça changera. Je dis qu'avec le bulletin de vote, on peut seulement dire ce que l'on veut, mais pas l'obtenir. Mais c'est important de dire vraiment ce qu'on pense, sans approuver une politique qui n'est pas la nôtre, sous prétexte de voter pour celui qui a des chances d'être élu et qui de toute façon se retournera contre nous. Et aujourd'hui, je voudrais m'adresser plus particulièrement aux femmes comme moi, aux travailleuses, mais aussi aux autres femmes, car nous, les femmes, on nous fait une place à part, secondaire dans cette société. La preuve, je suis la seule femme dans cette élection. Aucune autre n'a voulu faire acte de candidature et en tout cas aucune autre n'a été jugée digne par son parti de le représenter. Je crois que ça en dit long sur la société dans laquelle nous vivons, 20 ans après mai 68 et le développement du féminisme qui a suivi. Nous voilà revenus au point de départ. Oh, des femmes, ils en montrent tous. De Barre à Mitterrand, en passant par Chirac, c'est à qui montrera qu'il a le plus de femmes avec lui.
à tel point que l'on peut se demander si les candidats font la cour aux femmes pour obtenir leur voix ou s'ils se servent des femmes comme éléments publicitaires. Pour vendre les actions de Suez, on a été chercher Catherine Deneuve. Pour vendre Barre, on a trouvé une championne de javelot. Pour Chirac, on a trouvé Madonna. Et pour Mitterrand, elle se bouscule dans le milieu du show business et de la littérature. Eh bien moi je crois que les femmes ont plus de bon sens et de dignité que cela. Elles n'achètent pas n'importe quoi. Elles ont leurs idées comme les hommes et elles se déterminent politiquement, elles aussi. Ce que j'ai à dire aux femmes aujourd'hui n'est pas différent de ce que j'ai à dire aux hommes. Oui, je m'adresse à vous qui êtes des travailleuses, des femmes au foyer, chômeuses, retraitées, à vous qui faites partie du monde du travail et qui vous trouvez de ce fait dans une situation de plus en plus difficile. Car vous connaissez les prix des choses. Vous n'avez pas besoin de consulter les indices officiels pour savoir que le prix de la viande a augmenté, et celui des chaussures pour les enfants, et celui des loyers, et celui des transports, et celui des livres scolaires. Et vous savez aussi, mieux que quiconque, ce que c'est que de faire la queue à la NPE et de consulter désespérément les annonces d'emploi. Parce que les femmes, aujourd'hui, partagent avec les jeunes le triste privilège de fournir les plus gros contingents de chômeurs. Être chômeuse à 18 ou 20 ans, c'est révoltant, mais l'être à 40 ou 50 ans, c'est désespérant, comme les hommes. Peut-être plus que les hommes, car sur le marché du travail, les femmes, là encore, ont le triste privilège de représenter le plus fort pourcentage de la main-d'œuvre non qualifiée. Alors, tout ce que les hommes politiques peuvent raconter sur l'avenir, la modernisation, sur l'échéance du marché unique européen de 92, les femmes des milieux populaires savent bien ce que cela veut dire pour elles. Plus de chômage, plus de difficultés, moins d'espoir. Alors, comme les hommes, avec les hommes, plus forts peut-être encore que les hommes, elles pourront dans ces élections dire qu'elles en ont assez et qu'elles n'ont pas confiance. Elles peuvent faire passer sur ces élections le souffle de leur colère et de leur amertume. Et elles doivent le faire, parce que rien de bon pour les classes populaires ne se fera sans elles. Travailleuses, travailleurs, il y a une pression ouverte ou insidieuse qui est exercée sur les travailleurs pour les amener à voter pour Mitterrand pour exprimer leur hostilité à Barre ou à Chirac. Mais voter pour la personne de Mitterrand, ce serait approuver une politique anti-ouvrière qui leur est commune à tous. Voter massivement pour Mitterrand et sa politique, ce serait de la part des travailleurs lui dire qu'il peut vraiment tout se permettre, qu'il n'a pas à se préoccuper de l'opinion du monde du travail auquel déjà il ne promet rien. Ce serait lui dire que du côté de la classe ouvrière, il a les mains entièrement libres et qu'il peut se consacrer à gagner les faveurs de cette petite frange de l'électorat de droite qui lui permettra d'être élu. En faisant de la paix sociale un de ses principaux arguments électoraux, Mitterrand s'adresse au grand patronat pour lui dire que s'il est élu, il sera capable de faire accepter aux travailleurs, sans qu'ils réagissent, plus de sacrifices que ses concurrents. Travailleuses, travailleurs, refusez d'utiliser votre bulletin de vote pour approuver la politique anti-ouvrière des gouvernements passés, présents et futurs. Faites-en au contraire un moyen de protestation, un moyen d'exprimer votre mécontentement. Et si je vous propose de le faire en votant sur mon nom, ce n'est pas pour m'élire, ni pour me procurer un quelconque strapontin dans un ministère même de gauche, mais pour compter tous ceux qui sont dans le camp des travailleurs. Car si je vous dis « votez pour ma candidature », c'est pour vous dire « votez pour le camp des travailleurs, votez pour la politique des travailleurs ». Si vous voulez m'entendre à nouveau, je donne rendez-vous à tous ceux qui le peuvent au meeting central de ma campagne le dimanche 17 avril au Zénith à la Porte de Pantin à Paris où je parlerai à 15 h.